Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre ce matin pour une nouvelle édition de webinaire de NCE. On a le grand plaisir d'accueillir ce matin Nicolas Bousseau, qui est fondateur de la plateforme Fiscal Online, dont nous sommes partenaires depuis plusieurs années. Fiscal Online, on vous le rappelle, c'est une plateforme qui vous permet d'avoir de l'actualité fiscale en temps réel, en temps réel, avec un outil très fin sur les différentes thématiques fiscales. Et Nicolas est par ailleurs un ancien fiscaliste du Cridon Sud-Ouest, avec ce matin une intervention sur les plus-values professionnelles, avec l'actualité sur les régimes d'exonération. Voilà, il y aura une première partie du webinaire qui sera consacrée à vous présenter la plateforme fiscale online, puisque vous le savez, en tant qu'adhérent NCE, vous bénéficiez d'un abonnement premium qui est offert par l'association et qui vous permet d'accéder à tous les contenus les plus pertinents pour votre activité. Voilà, je vous laisse en compagnie de Nicolas et je vous retrouve tout à l'heure au moment de l'échange questions-réponses. À tout à l'heure. Bonjour à tous, enchanté. Donc, je suis Nicolas Bousseau, donc je suis le fondateur de Fiscal Online. Donc, en première partie de ce webinaire, je vais vous présenter un peu les fonctionnalités de notre plateforme, parce qu'on s'est rendu compte qu'un certain nombre d'entre vous n'avaient pas activé leur lien quand on a lancé notre partenariat avec NCE, maintenant en 2022. Donc, pour ceux qui n'auraient pas jamais reçu le lien d'activation, on pourra vous en renvoyer un. Pour justement pour que vous puissiez bénéficier de notre plateforme, de nos actualités. Donc, pour ceux qui connaissent déjà un peu, voilà, ça c'est le site tel qu'il existe depuis le mois de février dernier. Donc, toute l'actualité. Et je vais vous présenter donc les différentes fonctionnalités quand on est désormais connecté. Donc, il faut aller, quand vous venez sur Fiscal Online, il faut aller sur la page de connexion et rentrer en fait son identifiant qui est votre mail, généralement que vous avez donné auprès de NCE, et un mot de passe que vous avez choisi quand vous avez reçu le lien de connexion. Il y a aussi un petit onglet en dessous, recevoir un lien de connexion. Ça, c'est dans l'hypothèse où vous ne vous rappelez plus de votre mot de passe. Vous avez la possibilité de vous connecter rapidement. En fait, c'est une session en fait, qui dure à peu près 1 heure. Vous cliquez sur le lien, vous recevez un lien de connexion, vous vous connectez directement sans entrer votre mot de passe et votre identifiant, et vous pouvez surfer sur Fiscal Online, et ça, c'est pendant 1 heure. Mais bon, ça, c'est à utiliser vraiment quand vous avez oublié votre cerveau un matin et vous ne vous rappelez plus de votre mot de passe. Sachant que pareil que si vous avez oublié votre mot de passe, donc il y a un système comme sur un certain nombre de sites, vous avez mot de passe oublié, vous recevez un lien pour redéfinir votre mot de passe et vous reconnectez. Donc, si je me connecte aujourd'hui maintenant sur Fiscal Online, voilà, donc une fois qu'on est connecté, la pagination du site est un peu modifiée, c'est-à-dire que tout ce qui est auto-promo disparaît. Et du coup, vous arrivez directement sur les dernières actualités, les dernières actualités fiscales. Donc, ces dernières actualités fiscales, vous voyez en fait que tous les articles, en fait, à tous les articles sont attachés des tags ou des mots-clés que vous pouvez activer. Par exemple, voilà, si une thématique, par exemple, abus de droit, démembrement de propriété, usufruit temporaire, vous intéresse plus particulièrement, vous cochez la case. Et vous avez une petite alerte qui vous dit a bien été ajouté à ce qu'on appelle à vos alertes flash tax. En fait, ce système
vous permet en fait de recevoir en temps réel les articles qui sont tagués de ce mot-clé. Par exemple, à chaque fois qu'on va rédiger un article avec usufruit temporaire qu'on a tagué, automatiquement, dans la seconde, une fois que l'article est publié, vous allez recevoir une alerte qui s'appelle Alerte Flash Tax qui vous dit voilà, un article avec le tag usufruit temporaire a été publié, et comme ça, vous pouvez aller directement le voir sans attendre en fait l'envoi de la newsletter. Pareil, si ce tag ne vous intéresse plus, vous pouvez le détaguer et ça sort de vos alertes. Alors, il est clair que voilà, aujourd'hui, il y a un certain nombre de tags, il doit y avoir à peu près 3000 tags. Donc, ça peut être un mot-clé, ça peut être un article du Code général des impôts, quelque chose de beaucoup plus large, ça peut être plus-value immobilière, ça peut être résidence principale. Donc, voilà, donc c'est à vous de choisir parce qu'en effet, si vous inscrivez à une centaine, voire plus de tags, vous pouvez recevoir des alertes assez régulièrement. Mais ça, c'est intéressant pour ceux, par exemple, qui sont intéressés par une thématique particulière. Donc là, je rentre sur un article. Je rentre sur un article. Bon, je vais en choisir un autre sur l'usufruit temporaire. Celui sur l'exonération successorale. Donc, vous voyez, en fait, l'article, il y a toujours le lien. Vous retrouvez toujours les thématiques abordées, donc classées par source, jurisprudence, les tags, et également les différentes la rubrique et la sous-rubrique. Vous avez la possibilité de télécharger en PDF, de l'imprimer. Si un article vous intéresse véritablement, vous n'avez pas le temps de le lire, que vous voulez le taguer pour plus tard, l'enregistrer pour plus tard, vous l'enregistrez ici, vous cliquez sur enregistrer l'article, il y a le petit onglet qui apparaît, et directement, en fait, il se retrouve dans mes favoris. Voilà, par exemple, l'exonération successorale entre frères et sœurs. Donc ça, mes favoris, c'est tous les articles que vous avez enregistrés et que vous les gardez pour plus tard, ou vous les gardez en fait dans votre bibliothèque. Et si vous le faites régulièrement, après vous avez un moteur de recherche qui vous permet de retrouver tous vos articles si régulièrement vous utilisez cette fonctionnalité. De même, si un article ne vous intéresse plus de le conserver en favori, vous allez désenregistrer l'article qui va libérer de la place dans mes favoris. Et on retrouve, si je retrouve mes favoris, voilà, j'ai plus de 3 favoris alors que j'en avais 4 avant. Ensuite, autre élément important, mon compte. Donc, dans mon compte, en fait, vous avez différents éléments. Alors, vous n'avez pas de problème de facturation puisque la facture est envoyée directement à NCE. Vous allez vous retrouver vos informations personnelles. Donc là, si vous voulez changer, je crois qu'il y a un système de renommage en fait des noms de domaine @notaire.fr en ce moment. Donc, si vous changez votre email et si votre email de connexion change, vous pourrez le changer ici. Vous pourrez modifier également votre mot de passe, présenter différentes données et coordonnées. Donc, ma formule d'abonnement, ça ne vous concerne pas puisque c'est un abonnement avec NCE. Vous allez aussi, là, on va retrouver mes alertes flash tax, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure avec les tags, c'est-à-dire que par rapport aux tags, vous pouvez soit directement sur la home page ou sur un article dédié, vous inscrire au tag en cliquant, comme je vous l'ai dit, sur les onglets alerte ou désengagés, ou vous pouvez le faire aussi si vous voulez faire une recherche en fait de tous vos tags, de tous les tags auxquels vous êtes abonné. Vous allez passer par mon compte et mes alertes flash tax. Donc il y a 2 niveaux. Donc là, par exemple, je sais que je suis inscrit à l'alerte flash tax franchise en badge. Si je veux ajouter de nouveaux tags, là, je vais faire une recherche. Par exemple, je vais rechercher résidence principale
Donc là, j'ai résidence secondaire. Résidence principale, ça m'intéresse de recevoir. Hop, je valide et c'est intégré. Je vais ajouter de nouveaux tags. Je vais ajouter pack du trait. Pareil, pack du trail, hop, c'est enregistré. Et voilà. Donc là, par exemple, là, j'ai 3 alertes actives, c'est-à-dire qu'à chaque fois, ce que j'ai dit tout à l'heure, qu'un article va être publié avec les tags franchise en base, résidence principale, pack du trail, enfin pas les trois en même temps, mais vous allez recevoir une alerte flash tag. C'est pour ça que je vous préviens tout de suite, ça peut être plus vous abonnez à des tags, plus vous allez recevoir d'alertes de notre part. Alors je sais que vous êtes déjà très sollicité, vous recevez déjà beaucoup de mails, donc il faut peut-être faire attention à choisir les bons. Après, si vous en avez ras-le-bol de recevoir des alertes par rapport au tag, ben, vous supprimez ces alertes. Dans Options de mon compte, vous avez un élément important aussi, c'est l'inscription à la newsletter. C'est-à-dire que en tant qu'organisateur et directeur de la plateforme, je n'ai pas le droit de vous imposer et de vous abonner d'office à la newsletter. Donc, si vous voulez recevoir la newsletter, qui est généralement une newsletter quotidienne, voire tous les 2 jours, c'est là que vous allez vous inscrire. Donc, moi, je suis inscrit. Vous pouvez vous désinscrire si vous le voulez, mais c'est une démarche qui vous est personnelle, eu égard aux règles RGPD. Donc, c'est dans Options de mon compte, dans mon compte. Ensuite, vous avez sûrement vu qu'on a la possibilité de faire des recherches. Donc, il y a un moteur de recherche qui est intéressant puisqu'on peut faire des recherches par mots-clés. Donc, qui sont plutôt des recherches assez larges, mais également des recherches par tag. Par exemple, si on fait une recherche sur holding animatrice, donc vous pouvez sélectionner la catégorie, la sous-catégorie. Si vous voulez sélectionner justement que de la jurisprudence sur la holding animatrice, vous pouvez mettre des dates de publication si vous êtes à la recherche d'une décision de justice entre telle date et telle date. Et ensuite, vous faites votre recherche. Et donc là, j'ai 35 résultats. Donc vous pouvez consulter et ensuite affiner votre recherche, notamment si vous arrivez à mettre des dates, à vous dire c'était entre 2004, 2024, 2005, vous pouvez affiner et vous aurez un résultat un peu moindre. Vous pouvez du coup sauvegarder votre recherche. Et ça, c'est-à-dire que c'est une recherche qui a déjà été faite. Si vous ne voulez pas la refaire, vous pouvez l'enregistrer et vous la retrouvez ici dans mes recherches sauvegardées. Là, j'ai ma recherche du 3 juin, holding animatrice, jurisprudence. Et donc, quand vous cliquez sur le lien, vous retrouvez vos 35 résultats. Bien sûr, au bout d'un moment, si vous en faites beaucoup, si vous avez beaucoup de recherches sauvegardées, vous pouvez supprimer cette recherche. Et pour avoir un peu moins de data, là-dessus. Voilà, ça c'était les principales fonctionnalités, du site aujourd'hui. Il y avait un autre élément que je voulais vous montrer, c'est le support fiscal online. En fait, on a une page support sur Notion où en fait vous allez retrouver en fait la plupart des questions que vous pouvez vous poser, comment ajouter des articles aux favoris, enregistrer en PDF, partager un article, configurer mes alertes, mes recherches sauvegardées, et après des choses un peu plus techniques comme changer mon mot de passe. Voilà, et donc vous cliquez dessus et normalement en fait vous avez tout un suivi qui vous explique pas à pas comment il faut faire. Donc ça c'est la page support. Et je finirai enfin par l'évolution du site. Donc la page Mon compte va évoluer au mois de juin parce que elle est un peu austère et ce sera plus facile de s'y retrouver. Et voilà. Et puis on a engagé aussi tout un processus par rapport à l'IA. On est en train de scraper toute la donnée publique, Légifrance, jurisprudence, réponse ministérielle. Donc ça c'est en cours, qu'on va organiser sur une plateforme en fait par laquelle on fera appel via une API. Et le but derrière, c'est
assez ambitieux, c'est créer notre propre LLM pour poser des questions et avoir des réponses beaucoup plus pertinentes avec des résultats sur la donnée publique, mais également sur la base privée. Mais ça ne sera pas avant 2026 parce qu'il faut monter cette base de données. La plus grosse problématique étant généralement la mise à jour. Et voilà. Et ça sera intégré à l'abonnement. Et donc, en fait, c'est les utilisateurs qui alimenteront en fait le LLM et qui petit à petit le rendront de plus en plus pertinent. Donc voilà, donc ça c'était la présentation de Fiscal Online. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter sur la page contact ou à contacter directement NCE, notamment si vous avez des problèmes de connexion. Maintenant, on va en venir à la deuxième partie qui concerne l'actualité des régimes d'exonération plus-value professionnelle. Alors pourquoi j'ai choisi ce sujet? Tout simplement parce que les sujets qui concernent votre activité avaient déjà été traités, que ce soit plus-value mobilière, plus-value immobilière ou PAC du trade, pour lequel j'ai beaucoup d'appétence. Mais en fait, je trouvais intéressant de faire un point sur le régime d'exonération plus-value professionnelle, puisque depuis 2-3 ans, il y a un certain nombre de modifications qui sont intervenues. Il y a de la jurisprudence, de la doctrine, et le législateur a fait également évoluer le dispositif. Donc, on va commencer. Donc, on va aborder en fait les principaux régimes d'exonération qui sont 151 7 pièces, 238 quindécies, 151 7 pièces A, 151 7 pièces B et l'article 41 pour lequel en fait un certain nombre d'actualités ont été publiées sur Fiscal Online depuis quelques mois. Alors, le premier, bien sûr, que vous connaissez tous, c'est l'article 151 7 pièces, l'exonération des plus-values des petites entreprises et qui est liée au chiffre d'affaires. Donc, c'est une exonération en fonction du seuil de chiffre d'affaires réalisé qui peut être total ou partiel pour les entreprises, sachant qu'on a quand même un élément qui est très important pour les entreprises ou les sociétés de personnes relevant de l'IR, c'est que l'activité doit être exercée depuis au moins 5 ans. Ça, c'est une condition qui existe depuis l'origine pratiquement du dispositif. Ça implique bien évidemment l'exercice d'une activité professionnelle, personnelle, directe et continue à la gestion de l'entreprise. Et alors, je voulais juste faire un petit point sur les indivisaires, parce qu'il peut arriver en fait qu'une entreprise, un fonds de commerce, soit indivis, qu'on ait des indivisaires actifs et des indivisaires passifs. Donc, c'est-à-dire des personnes qui n'exercent aucune activité en fait dans le fonds de commerce ou dans l'activité de l'entreprise. Ça peut être un souci, notamment quand vous les avez comme clients, parce que ces indivisaires passifs ne bénéficient aujourd'hui d'aucun régime d'exonération. Ils vont relever du régime des plus-values professionnelles, être imposés donc aujourd'hui au taux de 30%, puisque on a aligné la taxation des plus-values professionnelles sur le PFU, mais sans pouvoir bénéficier d'un régime d'exonération. Alors pourquoi j'en parle? Parce que tout simplement, il y a une actualité intéressante, une décision qui a été rendue il y a le 30 avril dernier, qui nous a rappelé ce principe qui, sur la qualité d'indivisaire et le fait qu'une personne copropriétaire en fait, d'un bien affecté à une activité professionnelle relevait toujours en cas de cession du régime des plus-values professionnelles. Je crois que c'était la jurisprudence Pagnon de 97 et la Cour administrative vient de nous le rappeler. En fait, le contexte était assez simple. C'était une résidente australienne, française à l'origine, qui avait hérité d'une quote-part en nue propriété d'un camping à Fréjus.
il y a quelques années, et qui a décidé, en fait, avec les autres indivisaires et aux titulaires de droit, de céder, en fait, ce camping. Et donc, cette cession a dégagé une grosse plus-value, et notamment une grosse plus-value pour Madame A, à hauteur de 265 044 €, et qui a été imposée en France. Et donc, Madame A a contesté en fait cette imposition, et notamment elle s'est basée, elle faisait valoir en fait que c'est l'article 13 de la convention franco-australienne qui concerne les gains en capital, et non pas l'article 7 concernant les bénéfices des entreprises, tout simplement parce que l'article 13 sur les gains en capital permettait d'avoir une taxation en Australie, et que, alors que l'article 7, dans la mesure où on a un établissement stable avec le camping en France, était imposé en France. La Cour a confirmé que les droits indivis constituaient un actif professionnel, donc relevant des bénéfices des entreprises, puisqu'en fait, il y avait deux questions. Quelle est la nature en fait de ce qui est cédé. Donc, on a considéré que sa quote-part en nue propriété constitue un actif professionnel relevant du régime des plus-values professionnelles, et d'autre part que c'était un bénéfice d'entreprise relevant de l'article 7 de la convention franco-australienne. Et du coup, la Cour administrative d'appel a confirmé l'imposition en France de Madame A, et a rappelé donc toujours qu'une quote-part indivise d'un fonds de commerce, même en nue propriété, constitue un élément d'actif professionnel imposable en France, indépendamment de la résidence fiscale du détenteur. Et le problème, c'est que comme Madame A, résidente australienne, n'exerçait aucune activité dans le camping, elle a été imposée plein pot sur cette plus-value, sans pouvoir bénéficier d'aucun régime d'exonération. Donc, pour en revenir à l'article 151 7 pièces et les conditions d'application, donc bien évidemment, ça cible les petites entreprises qui exercent leur activité depuis 5 ans, uniquement les entrepreneurs individuels. Donc, c'est les entreprises individuelles, au moins 5 ans. Donc, le seuil de recettes. Donc, ça, c'est les seuils de recettes ont évolué, en fait, ont évolué en fait ces dernières années. On connaissait tous en fait les seuils de recettes pour les activités commerciales comprises entre 250 et 350 000 €. Les activités plutôt BNC entre 90 000 et 126 000 €. La première nouveauté, elle vient de la loi de finances pour 2024, l'article 94, qui, à l'initiative du gouvernement et suite aux manifestations des agriculteurs, qui a créé une nouvelle case concernant les activités agricoles, et qui a créé de nouveaux seuils entre 350 et 450 000 €. Et ces seuils ont encore évolué dans le cadre de la loi de finances pour 2025 qui a été publiée en février dernier. On a créé des seuils spécifiques pour les jeunes agriculteurs. Donc, notamment quand il y a des cessions entre jeunes agriculteurs. Donc, les bénéficiaires concernés, bien évidemment, ce sont ces jeunes agriculteurs qui bénéficient d'aide à l'installation, ou sociétés en fait qui composées de ces jeunes professionnels bénéficiaient en effet d'aide à l'installation. Donc le seuil a été augmenté pour ces jeunes agriculteurs. Donc aujourd'hui, ils peuvent bénéficier d'une exonération totale si les recettes sont inférieures à 450 000 €, sachant que les recettes sont appréciées hors taxe sur une période de 2 ans, et une exonération dégressive entre 450 000 et 550 000. Donc, il s'agit bien évidemment de favoriser le renouvellement générationnel en allégeant donc la fiscalité des transmissions des exploitations. Et donc là, on retrouve nos seuils d'exonération qui ont évolué: vente de marchandises, autres entreprises non agricoles, BNC, activité agricole depuis 2024 et depuis 2025, cession à des jeunes agriculteurs.
je crois qu'il y avait des velléités dans les différents PLF de ces dernières années pour augmenter en fait les seuils pour les ventes de marchandises, fournitures de logements ou activités BNC, mais les amendements déposés en ce sens ont toujours été refusés. Donc, autrement, il n'y a pas eu véritablement d'actualité intéressante au niveau jurisprudentiel sur l'article 151 pièces, les conditions n'ayant pas véritablement changé. Donc, deuxième régime d'exonération qu'il faut connaître, c'est l'article 238 quindecies. Donc là, qui n'est plus un régime d'exonération lié au seuil de chiffre d'affaires, mais par rapport à la valeur de ce qui est cédé. En fait, c'est le régime qui est c'est le régime le plus large possible par rapport à tous les régimes d'exonération, puisqu'il vise à la fois la cession d'une entreprise, la cession de parts de société, la cession par une structure IS d'une branche complète d'activité, mais toujours par rapport à la valeur des éléments cédés. Donc, peuvent en bénéficier donc les entrepreneurs individuels, branches d'activité et, comme je vous l'ai dit, les parts de sociétés de personnes. La valeur de ce qui est cédé, là aussi, a augmenté. Précédemment, il y avait une exonération dès lors que la valeur des éléments cédés était inférieure à 300 000 euros. Donc là, cette valeur, en fait, a été augmentée dans le cadre de la loi de finances pour 2022, puisque aujourd'hui, c'est une exonération totale si la valeur est inférieure à 500 000 euros. Et une exonération partielle ou dégressive si la valeur est comprise entre 500 000 et 1 million d'euros. Avant, c'était entre 300 et 1 million 300 et 500 000 euros. Et bien sûr, et comme beaucoup de régimes d'exonération, et notamment l'article 157 pièces, exonération des plus-values des petites entreprises, mais également départ à la retraite. Pour bénéficier de l'exonération, il faut avoir exercé l'activité pendant 5 ans. Et le cédant peut être une entreprise relevant de l'IR, mais également une société IS qui va céder l'ensemble d'une branche complète d'activité. Ça ne fonctionne pas en cas de transmission à titre gratuit et ça ne fonctionne pas si on cède des éléments isolés d'actifs. Mieux vaut utiliser l'article 151 pièces pour bénéficier d'une exonération. Il y a des particularités quand même sur l'article 238 quindecies. Tout d'abord, la location-gérance. C'est-à-dire que il était possible, ça aussi, ça a évolué dans le cadre de la loi de finances pour 2022. Avant 2022, en fait, quand le fonds était un fonds de commerce était exploité en location-gérance, pour faire jouer l'article 238 quindecies, il fallait obligatoirement céder au locataire gérant. La loi de finances pour 2022 a modifié cet état de fait. La cession est désormais possible à une personne autre que le locataire gérant, bien sûr, à la condition que tous les éléments soient cédés. Donc ça, c'est une grosse avancée et on va voir que la même chose s'est appliquée à l'exonération 151 pièces A, c'est-à-dire les plus-values en cas de départ à la retraite. L'aménagement du régime en cas de fonds donnés en location-gérance et de cession de ce fonds donné en location-gérance. Donc, on n'est plus obligé de céder au locataire gérant pour faire jouer l'exonération. Autre condition aussi très importante, c'est l'absence de lien entre le cédant et le cessionnaire. C'est-à-dire qu'il va falloir vérifier au moment de la cession et dans les 3 ans qui suivent cette cession qu'il n'y ait aucun contrôle capitalistique ou fonctionnel, c'est-à-dire exercice en droit ou en fait de la direction effective de l'entreprise par le cédant. C'est-à-dire que le cédant ne doit pas, au cours de ces 3 ans et à partir de la cession, exercer une fonction de direction dans l'entreprise cessionnaire ou détenir des parts dans cette entreprise. Et enfin, une dernière particularité, c'est que depuis le 1er janvier 2004, l'exonération de 238 quindecies est soumise au plafond des minimis. Alors, le plafond des minimis, c'est un plafond qui s'applique. Il est 9 heures. C'est un plafond qui s'applique pour les personnes qui souhaitent bénéficier de certaines aides qui ne sont pas très importantes et qui ne demandent pas l'avis en fait de la Commission européenne, c'est-à-dire c'est des aides qui sont accordées aux entreprises sans passer par tout un process de validation au niveau européen.
mais le fait que ça soit rentré en fait dans le plafond des minimis, sachant que le plafond des minimis, il est fixé depuis le 1er janvier 2024 à 300 000 € apprécié sur une période de 3 ans de manière glissante. C'est-à-dire qu'il faudra faire attention, en tout cas, ça c'est l'expert comptable généralement qui le fait, mais quand on a des entreprises qui bénéficient de plusieurs régimes d'exonération ou de crédit d'impôt, alors notamment rentre dans le plafond des minimis, par exemple le crédit impôt recherche textile, certaines exonérations en matière d'implantation d'entreprise. Donc, quand une entreprise en fait bénéficie de différentes aides qui rentrent dans le plafond des minimis, il va falloir calculer que sur cette période de 3 ans glissante, que le plafond de 300 000 € n'est pas rempli. Donc ça généralement c'est l'expert comptable, mais c'est vrai que ça peut être très important. Ça peut être très important pour des entreprises qui bénéficient de beaucoup d'aides qui rentrent dans ce plafond, parce qu'elles pourraient ne pas pouvoir en bénéficier si justement le plafond au titre d'une année est arrivé à 300 000 €. Une actualité intéressante en matière de 238 quindecies est liée en fait à la location gérance. Donc le cas d'espèce en fait était assez simple. C'était cession d'un fonds artisanal. Alors les dates sont importantes. Le 19 juin 2019, fonds qui était donné en location gérance. Et le fonds a été cédé après résiliation du location gérance par avenant du 24 mai avec effet au 1er juin 2019. Et au moment de la cession, le cédant s'est prévalu du régime d'exonération de 138 quindecies. Et vous voyez que en fait le fonds a été exploité, a été donné en location gérance. Et pendant 19 jours, en fait, pendant 19 jours, il n'a plus été exploité en location gérance puisque la résiliation avait été opérée, mais que le fonds avait été donné en jouissance au cessionnaire qui n'était pas l'ancien locataire gérant. Et du coup, l'administration a remis en cause l'exonération parce qu'elle a estimé en fait que le fonds n'était pas exploité en fait par le cédant, et dans la mesure où en plus il n'y avait plus de régime de location gérance. Donc elle a rejeté l'exonération pour absence d'exploitation effective par le cédant avant la transmission. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que la période intermédiaire entre, si vous avez un fonds qui est donné en location-gérance, la période intermédiaire entre la résiliation d'un contrat de location-gérance et la cession définitive du fonds doit être gérée avec prudence. C'est-à-dire que si le cédant souhaite bénéficier du régime d'exonération, il doit veiller à reprendre personnellement l'exploitation du fonds avant sa cession, même pour une courte durée. Le tribunal, au cas particulier, il a adopté une interprétation, on va dire, très stricte de la condition relative à l'exercice d'une activité professionnelle par le cédant, en exigeant en fait une exploitation effective et non simplement la qualité de propriétaire de fonds. Donc ça, c'est une situation qui, dans le futur, ne se représentera plus, puisque maintenant, on sait bien que on l'a vu tout à l'heure, on peut céder à une personne autre que le locataire gérant. Mais il faut voir qu'avant ça, l'administration et le juge de l'impôt interprétaient strictement l'ensemble des conditions. Autre actualité intéressante en matière d'exonération de 138 quindecies, c'est celle de Lyon du 10 février 2025. Et elle est liée en fait à la définition de ce qu'on appelle la branche complète d'activité, qu'on retrouve en matière de fusion, apport partiel d'actifs. Donc là, l'enjeu du litige, c'était une cession d'une licence de taxi isolée, mais sans transfert de véhicules équipés, ni des autres éléments d'exploitation. En fait, Monsieur C, il exerçait la profession de taxi, artisan taxi, et il avait 2 licences de taxi, et il a cédé une licence par un contrat de transfert d'autorisation de stationnement. Et donc cette plus-value a été déclarée et il s'est prévalu de régime d'exonération. Et l'administration a refusé, puisqu'elle a considéré que la cession de sa licence constituait, en tout cas lui, a considéré que c'était une branche complète d'activité, et l'administration non. Donc on est allé
dont la juridiction administrative. L'administration a maintenu sa position et les époux, le couple en fait soutenait que 238 quindécies pouvait valablement s'appliquer et que la plus-value suite à la cession de cette licence devait être exonérée. L'administration, de son côté, elle avait conclu au rejet de la requête, considérant que les moyens soulevés n'étaient pas fondés, et notamment qu'il n'y avait pas de branche complète d'activité. Et sur la qualification justement de branche complète d'activité, pareil, le juge de l'impôt a adopté une conception assez stricte en fait de la notion de branche complète d'activité. Pour lui, il ne suffit pas en fait que les éléments cédés permettent d'exercer une activité similaire chez le cessionnaire. Il faut que les éléments aient constitué une unité autonome d'exploitation chez le cédant et que l'ensemble des moyens nécessaires à cette exploitation soient effectivement transférés. Or là, la qualification de branche complète d'activité pour le tribunal doit s'apprécier objectivement en fonction de l'ensemble des éléments transmis, indépendamment des spécificités propres au cessionnaire. Et le tribunal a validé l'approche de l'administration et a considéré que la cession juste de cette licence de taxi sans la voiture, sans tous les éléments, sans le fichier client, s'il y avait un fichier client, ne constituait pas une branche d'activité et a rejeté le régime d'exonération. Donc, sur la notion de branche d'activité, il faut bien faire attention que ce soit une unité autonome qui est susceptible d'exploitation, peu importe que le cessionnaire ait déjà une voiture, notamment dans le cadre de la licence de taxi, ou dispose déjà de moyens d'exploitation. Il faut que céder une unité d'exploitation qui soit capable d'être exploitée de manière autonome par une personne qui ne poserait pas déjà des mêmes éléments. Alors, toujours sur cette même décision, en fait, le tribunal aussi a apporté en fait des éléments qui sont intéressants, mais qui concernent en fait l'option, parce que l'article 238 quindécies pour bénéficier de l'exonération est subordonné à l'option par le contribuable. Et notamment en fait comment dire, le tribunal au cas particulier, en fait l'artisan taxi avait opté pendant en fait après que l'administration est redressée. Et dans cette décision, en fait, le juge a confirmé la possibilité pour le contribuable d'exercer l'option en fait, pour le régime de 138 quindécies au stade de la procédure de rectification ou par voie de réclamation jusqu'à l'expiration du délai de réclamation qui est prévu par le NPF. Donc, et ça c'est une nouveauté, on l'a déjà vu en matière de plus-value immobilière, notamment pour l'exonération autre que la résidence principale, résidence secondaire. On a un certain nombre de décisions qui ont admis qu'on pouvait opter pour le dispositif pendant le délai de réclamation de ce immobilier. Le tribunal administratif l'applique de la même manière. Donc, on peut opter dans le délai général de réclamation, donc, qui est le 31 décembre de la deuxième année. Et dans cette affaire, si on a refusé en fait l'exonération à cet artisan taxi, puisque la branche complète d'activité, on a considéré que la licence de taxi ne pouvait pas constituer une branche complète d'activité. En revanche, le tribunal a fait remarquer qu'il était tout à fait possible de se prévaloir de cette exonération dans le cadre d'un contentieux, dans le cadre d'une réclamation contentieuse, si on avait oublié d'opter dès le départ. Autre actualité, c'est par rapport à cette notion de branche complète d'activité, toujours, c'est celle qui alimente le plus en fait la jurisprudence, c'est le transfert effectif du personnel qualifié. Donc on va le voir.
l'affaire concernait en fait une société d'agence immobilière, GL, qui exerçait son activité dans 4 agences dans les Landes. Et puis, elle a cédé, le 1er mars 2017, elle a cédé, son fonds de commerce d'agence immobilière à Mimizan, avec les activités de transaction et de gestion locative saisonnière. Puis, le 1er avril 2017, elle a procédé à une seconde session portant sur une activité de gestion locative annuelle. Et pour cette deuxième opération, la société a considéré qu'elle pouvait bénéficier de l'exonération de 138 indécises du CGI, estimant avoir cédé une branche complète d'activité. L'administration fiscale a remis en cause en fait cette exonération lors d'une vérification de comptabilité, donc conduisant à des rappels d'IR et d'IS. Et le tribunal administratif de Pau, qui avait confirmé la position, la société elle a fait appel de la décision. Et cette décision a fait l'objet d'un rejet par la cour administrative et qui a confirmé le rejet. En fait, le problème dans cette décision, c'était pourquoi l'administration et le juge ont refusé, parce qu'il y avait l'absence de transfert d'un salarié titulaire de la carte professionnelle G d'agent immobilier qui a été déterminante. L'administration et le tribunal et la Cour ont considéré que ce personnel qualifié était indispensable à l'autonomie de l'activité cédée. Donc, cette décision, elle confirme que la notion de branche complète d'activité doit s'apprécier au regard de l'ensemble des éléments qui sont nécessaires à une exploitation autonome, en incluant impérativement le personnel qualifié légalement requis. Le fait que le cessionnaire dispose par ailleurs du personnel qualifié n'est pas en lui-même suffisant. C'est bien le transfert effectif de ce personnel par cédant qui conditionne le bénéfice de l'exonération. Donc, un peu comme dans la décision sur la licence de taxi, peu importe que, par exemple, pour la licence de taxi, le cessionnaire bénéficiait déjà d'un véhicule. Là, pour ces agences immobilières, peu importe que l'acquéreur avait du personnel qualifié. Dans ces deux décisions, le tribunal a apprécié strictement la notion de branche complète d'activité, c'est-à-dire à chaque fois, il faut céder une branche autonome d'activité. Il faut partir du principe que la personne qui va acheter ne dispose de rien, pas des véhicules, pas du personnel. Donc, ça veut dire qu'il doit y avoir une autonomie totale dans ce qui est cédé. C'est-à-dire que ce qui est cédé doit pouvoir être exploité par une personne qui crée une entreprise ex nihilo. Donc ça, c'est très important et on le voit. Donc ça, c'est la jurisprudence 2025. Mais sur les années passées, on a déjà cette jurisprudence. Donc, il faut être très important au personnel, et notamment au personnel qualifié, notamment celui de l'agence immobilière, où on avait une carte professionnelle qui était très importante pour exercer l'activité. Donc, même s'il dispose déjà des compétences requises. Autre décision, il y a pas mal de décisions en matière de 238 quindécies. Autre décision intéressante concernant l'exonération de 238 quindécies, c'est la notion de branche complète d'activité, toujours, on en revient toujours là, en cas de cession multiple. Donc là, c'était une personne en fait qui vendait de magasins de fleurs, qui étaient deux établissements qui étaient situés dans 2 villes distinctes et vendus dans 2 actes séparés. Donc, il a appliqué donc l'activité de fleuriste, je crois que c'était à Thonon-les-Bains et à Évian-les-Bains. Et on a 2 actes notariés distincts pour des montants qui étaient pour le premier fonds 280 000 € et le deuxième 140 000 €. Dans la déclaration fiscale, Madame D a déclaré une plus-value et elle a exonéré, en fait, les cédants ont exonéré les 2 plus-values en se prévalant de 238 quindécies du CGI. Et donc, la question était de savoir, c'est est-ce qu'on avait véritablement 2 branches d'activité ou une seule? Et du coup, l'appréciation du seuil de chiffre d'affaires qui était à l'époque de 150 000 ou 350 000 pour une exonération dégressive, pour la Cour,
elle a considéré que c'était une seule et même enseigne, qui avait un seul numéro SIREN, et donc il y avait pas que c'était une entreprise indivisible, pardon, et que malgré l'existence de plusieurs établissements, il fallait globaliser en fait la valeur des deux fonds. Et au cas particulier, la valeur cumulée était 420 000 €, supérieure à 300 000 €. Donc, l'application de l'exonération partielle et non pas de l'exonération totale, puisque l'exonération totale était à 300 000 €. Donc là encore, en fait, ce qui est important, c'est une problématique qu'on a également en matière de 151 pièce A. La notion de branche complète d'activité, donc c'est une autonomie réelle, et l'administration, comme le juge de l'impôt, vont apprécier l'ensemble des éléments factuels. Donc on va regarder en fait l'enseigne, le numéro SIREN, la comptabilité unique, l'identité des fournisseurs, l'identité des salariés, pour voir si on est en présence d'une seule branche d'activité autonome ou de deux branches. Autre régime d'exonération, c'est l'article 151 7 pièce A. Donc c'est l'exonération pour départ à la retraite. Donc il fonctionne un peu comme les deux autres dispositifs. Donc l'entreprise doit exercer son activité pendant au moins 7 ans. La seule différence par rapport aux deux autres régimes d'exonération évoqués, c'est que l'exonération porte uniquement sur l'impôt sur le revenu et pas sur les 17,2 de prélèvements sociaux. Et il faut céder bien véritablement l'intégralité des éléments affectés à l'exploitation, que ce soit une entreprise ou des parts d'une société de personnes. Et le cédant doit également céder toute fonction dans l'entreprise et faire valoir ses droits à la retraite dans les 24 mois suivant ou précédant la cession. Donc pendant une période, en fait, le délai a été porté de 36 à 36 mois, mais ça, c'était pas suite au Covid. Et comme on l'a vu sur 238 quindices, il doit y avoir l'absence de contrôle capitalistique, c'est-à-dire le cédant ne doit pas détenir au moment de la cession et dans les 3 années qui suivent un contrôle capitalistique et fonctionnel dans l'entreprise cessionnaire. Là, il y a une actualité principalement législative qui était dans le cadre de la loi de finances pour 2025. On a étendu le dispositif aux jeunes agriculteurs. C'est un peu différent de 151 7 pièces, parce que là sont visés les jeunes agriculteurs qui bénéficient d'aide à l'installation, donc une exonération d'impôt sur le revenu, pas de prélèvements sociaux. La condition qu'on retrouve uniquement sous 151 7 pièces A, c'est le délai. C'est-à-dire que l'exonération va s'appliquer en cas de cession aux jeunes agriculteurs, mais de manière échelonnée. C'est-à-dire que le dispositif va pouvoir s'appliquer. Il y a une condition temporelle, c'est-à-dire 72 mois à la première transaction. Donc là, c'est pour favoriser les cessions échelonnées et la transmission de l'exploitation agricole vers la nouvelle génération. Sur 151 7 pièces A, on a une jurisprudence qui est intéressante, c'est celle du délai de reprise. Alors classiquement, ça va faire jouer la condition liée à l'indépendance entre le cédant et le cessionnaire. Donc là, on avait la vente d'un fonds de commerce pour lequel le cédant avait bénéficié, avait fait jouer l'exonération pour départ à la retraite le 6 juin 2015. Puis ce cédant, en fait, il a pris le contrôle de la société acquéreur, cessionnaire, dans le délai de 3 ans, puisque c'était 1 an après, en 2016. Et du coup, l'administration a remis en cause l'exonération, puisqu'elle a considéré que l'absence de lien entre cédant et cessionnaire n'était plus remplie. Et le cédant a contesté en fait la remise en cause de l'exonération, puisque lui, il a considéré, puisque la proposition de rectification est intervenue le 21 janvier 2019, il a considéré que le délai de reprise de l'administration fiscale était passé, puisque lui se basait sur la cession initiale, c'est-à-dire 2015. Et là, le tribunal nous confirme que le délai de reprise, elle dispose bien en effet de 3 ans
à compter du fait générateur, mais que ce fait générateur, en fait, est fixé à la prise de contrôle, c'est-à-dire au 2 novembre 2016, et non pas à la session initiale. Donc ça, c'est une confirmation de la doctrine fiscale. Lors d'une remise en cause de l'exonération de 151 pièce A, le fait générateur de l'imposition intervient l'année de l'événement déclencheur du produit. Dernier régime d'exonération, c'est l'article 151 pièces. Alors, ce n'est pas véritablement un régime d'exonération, c'est un abattement pour durée de détention, c'est-à-dire qu'on va bénéficier d'un abattement à partir au-delà de la 5e année de 10% pour les biens qui sont affectés à l'exploitation. Donc, immeubles, droit immobilier, et par immeuble, bâti ou non bâti, et bénéficient d'une exonération totale après un délai de détention de 15 ans. Donc là, il n'y a pas de seuil de chiffre d'affaires, il n'y a pas de montant de cession. Ça concerne uniquement les biens immobiliers affectés à l'exploitation, bâtis ou non bâtis, et sur la plus-value nette, après prise en compte en fait des moins-values. Et l'élément déterminant et qu'on va retrouver aujourd'hui dans les différentes décisions de justice qui concernent ce régime d'exonération, c'est la définition du bien affecté à cette preuve d'exploitation. C'est-à-dire que la notion d'affectation à l'exploitation, elle est déterminante. C'est-à-dire que le bien doit être utilisé et servir directement à l'activité économique de l'entreprise, pour la production, service ou l'administration. Donc, ça concerne les locaux commerciaux, des usines, des ateliers, des bureaux administratifs utilisés par l'entreprise. Sont bien véritablement exclus l'investissement passif, c'est-à-dire les biens immobiliers qui vont être donnés en location, qui n'ont rien à voir avec l'activité professionnelle, sauf si on est dans le cadre d'une activité loueur meublé professionnelle. Donc, deux exemples à suivre concernent justement l'appréciation de cette affectation. Une première décision du TER de Paris du 2 juillet 2024, c'était le problème de la vacance du bien immobilier qui faisait obstacle à son application. Donc là, on avait le cas d'une société qui avait cédé qui avait cédé un bien le 8 mars 2016 et appliqué 151 pièces B, sauf que le bien en fait était vacant depuis plus de 9 mois. L'administration donc a remis en cause en fait l'application de l'abattement et de l'exonération. Eux, ils estimaient que l'appartement devait toujours être considéré comme exploité parce que même s'il était vacant, le cédant avait confié un mandat de location à une agence immobilière et qu'il y avait une volonté de poursuivre l'activité locative. Le juge de l'impôt n'a pas suivi en fait le vendeur, il a rejeté la requête du contribuable puisqu'il a considéré tout simplement que la vacance du bien entre le 1er juin 2015 et le 8 mars 2016 ne permettait pas de le considérer comme affecté à l'exploitation de l'entreprise à la date de la cession. Il a considéré que le mandat de recherche de locataire produit par les requérants non probants, en raison, dans les cas, je crois que c'était en raison du caractère illisible, de l'absence de date certaine, Et donc, cette décision va dans le sens que pour bénéficier de l'exonération, il faut véritablement qu'au moment de la cession, le bien soit affecté à l'activité du cédant. Deuxième actualité qui est intéressante et qui va doublement vous intéresser, puisque je crois que c'était un réparateur auto, un artisan, qui avait cédé le terrain et un atelier à une SCCV en s'engageant à construire des logements. Et l'exonération avait été refusée par l'administration, tout simplement parce que dans l'acte de cession, l'acquéreur avait pris un engagement de construire, article 1594, dans les 4 ans. En fait, le raisonnement de la Cour est le suivant, c'est que le bien, elle a considéré que le bien n'était plus considéré comme affecté à l'exploitation au sens de l'article 151 pièce B. Alors, c'est pas tant la circonstance que les constructions étaient destinées à être démolies par l'acquéreur qui compte, c'est le fait que ce dernier avait pris un engagement de construire. Donc, en effet, dans une affaire similaire
où le bien cédé avait seulement vocation à être démoli sans qu'un engagement de construire ait été souscrit, le tribunal avait donné raison au contribuable qui s'était prévalu de 151 cette pièce B. C'était un arrêt de cour administratif d'appel de Douai. Donc, très important, si dans l'acte de cession du bien immobilier, l'acquéreur prend l'engagement de construire, l'administration va considérer que le bien n'est plus destiné à être affecté à une exploitation et l'exonération va tomber. Donc, c'est quelque chose qu'il faut anticiper et discuter des mentions entre acquéreur et vendeur, parce que si l'acquéreur, lui, veut prendre son engagement de construire, il ne faut pas que de l'autre côté, le vendeur perde son droit à bénéficier d'un abattement qui pensait acquis. Enfin, et je vais finir en fait par l'article 41 du Code général des impôts. Là, on sort des transmissions à titre onéreux pour aller aux transmissions à titre gratuit. Donc, c'est un dispositif qui s'applique aux transmissions par donation, succession d'entreprises individuelles. On a le vis-à-vis en matière de société de personnes, qui est l'article 151 nonies 2. Donc, c'est un dispositif qui permet, alors non pas une exonération, mais un report d'imposition. C'est-à-dire que la plus-value va être déterminée, calculée, mais elle va être reportée ultérieurement. Elle est différée au jour de la cession ou de la cessation par le bénéficiaire de la transmission à titre gratuit. Classiquement, c'est un entrepreneur individuel qui va donner son entreprise à son fils. Ça va générer une plus-value. Cette plus-value va être reportée dans la mesure où le bénéficiaire, le fils, va poursuivre l'exploitation pendant au moins 5 ans. Et à l'issue de ces 5 ans, cette plus-value qui a fait l'objet d'un report est définitivement exonérée. Donc là, il y a... Donc, c'est l'ensemble des plus-values. Et l'élément important que je voulais souligner, en fait, sur l'article 41, c'est toujours par rapport à la location-gérance. Et on le voit par rapport à ce que j'ai déjà évoqué tout à l'heure, la location-gérance, elle est véritablement en train d'évoluer. C'est-à-dire qu'il y avait une ancienne doctrine qui venait de la réponse Bobet de 2005. L'administration a toujours considéré que quand on avait un bien qui était donné en location-gérance, l'administration considérait que l'entreprise était donnée en location-gérance, que cette entreprise n'exerçait pas une véritable activité. C'est pour ça, par exemple, qu'en cas de cession d'une entreprise donnée en location-gérance, vous ne pouvez pas bénéficier du régime d'exonération des plus-values des petites entreprises 151 pièces. Elle a jugé la même chose en cas de donation d'une entreprise individuelle. Elle considère que l'activité de location-gérance est une activité de rapport. Ce n'est pas une véritable entreprise. Donc, depuis 2005, depuis la réponse ministérielle Bobet, si vous vouliez donner une entreprise à vos enfants et que cette entreprise était donnée en location-gérance, l'article 41 et le report d'imposition de la plus-value n'était pas possible. Et l'administration est revenue sur sa doctrine en décembre dernier, et elle a considéré que la circonstance que l'entreprise individuelle ait été donnée en location-gérance préalablement à la transmission ne faisait plus désormais obstacle au bénéfice de l'exonération, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus aucune obligation légale pour le donateur d'exercer directement l'activité. Donc, c'est un véhément jurisprudentiel et je vous dis, c'est peut-être lié aussi à une politique qui est entreprise depuis quelques années pour redonner en fait de l'intérêt à la location-gérance, puisque la location-gérance, ce n'est pas une location, c'est juste un moyen en fait d'exercer l'entreprise avant de la transmettre. Donc, c'est un moyen d'exploiter une entreprise et ça ne doit pas être considéré comme une activité de rapport. En fait, c'est juste un moyen d'exercer l'entreprise autrement. Et souvent, c'est un passage obligé, notamment pour un acquéreur qui veut se porter acquéreur d'une entreprise. Donc, et depuis le rapport d'Ombre-Coste de 2023, en fait, on voit que petit à petit, la location-gérance prend de l'ampleur et qu'elle n'est plus considérée comme une activité de rapport. J'en ai fini il n'y a pas véritablement d'actualité, mais je vous ai fait une synthèse des possibilités de cumul entre ces différents régimes 151 pièces A 238, 41, 151 pièces B. Et voilà, j'en ai fini. Il est 29. Je vous ai pris un peu de temps. Et je vous remercie de votre écoute.
Merci Nicolas pour cette présentation très claire de l'outil fiscal online et cet exposé sur les plus-values professionnelles. Je vais inviter, comme on se rapproche de l'heure, les personnes qui ont des questions à les poser sur la zone questions que vous retrouvez à droite de votre écran et nous pourrons les afficher, nous pourrons les traiter maintenant. Donc, vous retrouvez la zone question à droite de votre écran. Vous pouvez également cliquer sur la main levée pour prendre la parole via votre microphone. Je vais prendre quelques instants. J'avais reçu par mail des questions sur plutôt le volet fiscal online et notamment les liens pour activer la solution. Donc, je transmets les demandes à Nicolas et son équipe. Si vous n'avez pas encore activé votre compte, n'hésitez pas à nous en faire part. De toute manière, il est prévu aujourd'hui que vos comptes pour ceux dont le compte n'a jamais été activé, vous receviez à nouveau un mail qui vous permet d'activer votre compte fiscal online. Mais on reste à votre disposition, bien sûr, pour vous accompagner au mieux dans l'utilisation de la plateforme fiscal online avec l'abonnement premium. On a une question qui vient d'arriver d'Estelle. Est-ce que tu la vois s'afficher, Nicolas? Non. Dans la zone questions à droite de l'écran, sur le menu GoToWebinar. Alors, elle nous... SB concerne les entreprises individuelles et les sociétés de personnes. Oui, tout à fait. Les sociétés à l'IR, oui. Oui. Ok. Ouais. On exclut les sociétés relevant de l'impôt sur les sociétés. Merci. Y a-t-il d'autres questions ou contributions? Annie vient de poster une question. Oui, tout à fait. Dans l'exemple de l'indivisaire australienne, apport d'un camping relevant d'origine plus-value pro, mais non exonérée, ça est taxé pour les plus-values long terme, toujours sur le barème IRPP. Oui. Si. D'autres questions ou commentaires? Je pense qu'on a fait le tour des questions sur la plateforme, comme on a dépassé un petit peu 9h30. Les participants enchaînent avec leur rendez-vous. Il me reste à te remercier, Nicolas, pour cette présentation. Vous recevrez bien sûr dans le courant de la journée la vidéo de la présentation du jour. Vous retrouverez également cette vidéo sur l'extranet de NCE avec quelques informations pour pouvoir vous connecter à Fiscal Online et la présentation à laquelle vous pourrez accéder, la présentation du jour. Si on vous le rappelle, si vous avez la moindre question sur la présentation d'aujourd'hui, mais également sur votre accès à Fiscal Online et son fonctionnement, n'hésitez pas à nous contacter et à contacter le support Fiscal Online dont on vous remettra l'adresse mail ou l'URL de contact dans nos différents espaces de communication.
Voilà, un grand merci Nicolas pour cette présentation. Merci à toutes et à tous. Je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve ce jeudi pour un nouveau webinaire de NCE sur l'immobilier d'entreprise qui sera animé par Frédéric Aumont. Voilà, très bonne journée et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci.